Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous pour ce deuxième webinaire associé à la sortie du livre Customer Experience Redesign qu'on a écrit avec Valérie. On va rentrer plus en profondeur, non pas dans la méthode qu'on vous a bien présentée la dernière fois, je crois que c'était il y a 2 semaines, mais là, on va commencer à lever avec vous les différents débats qu'on a eus pour écrire cette méthode, débats qu'on a essayé de faire ressortir à travers des sondages qu'on vous a partagés. On n'a pas toujours les mêmes avis que les réponses aux sondages. On verra ça tout au long de cette heure, mais je laisse d'abord tout le monde se présenter et en particulier, on commence par Aude qui nous rejoint pour la première fois dans ce webinaire, et puis Valérie, et puis Philippe, vous les connaissez mieux tous les deux. Bon, bonjour à tous, merci Gabriel et merci Valérie. Avec plaisir. Donc moi, j'ai un parcours de plus de 30 ans. J'ai d'abord fait du conseil en stratégie et en organisation chez Accenture et au BCG. Est-ce que il y a de l'écho? Comment faire? Je vais essayer de faire sans truc. Il y a moins d'écho? Oui. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Bon. Moi, je m'entends pas, je me réglerai après. Donc, j'ai fait d'abord du conseil. Après, j'ai lancé ma start-up en 2000, qui a malheureusement fait start down. C'était le début du web, c'était irrésistible de tenter. Et après, j'ai passé, depuis 15 ans, je suis directrice de l'expérience client. Enfin, à l'époque, ça s'appelait relations clients, puis expérience client, chez Yves Rocher, où j'ai connu Valérie. Chez Cdiscount et récemment chez Conforama. Voilà, donc tout ce qui tourne autour de la customer centricity, du redesign et sur ses aspects stratégiques et plus pratiques, c'est mon domaine. Merci. Valérie, bonjour ou rebonjour à ceux qui me connaissent déjà. Donc, je suis co-autrice de Customer Experience Redesign avec Gabriel. Donc, c'est vraiment un ouvrage qu'on a voulu simple, je dirais pas ludique, mais simple, pratique, facile à lire. C'est un ouvrage où on a voulu transmettre et de la méthode et du contenu sur les différentes spécialités qui contribuent à l'expérience client. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler, discuter autour des enjeux de cette expérience, notamment avec Philippe, qui va prendre la parole et avec lequel on a eu l'occasion de pas mal débattre à l'occasion de l'écriture de ce livre. Bonjour à tous, Philippe Guillainac, je suis le directeur marketing expérience client d'Akio, qui est un éditeur de logiciels pour les centres de contact. Donc, je suis à la fois en charge de l'expérience client et du service client d'Akio. Et en même temps, Akio est une société qui travaille l'expérience et le service client. Donc, je suis obligé de me nourrir très régulièrement de ces sujets. Et dans la galaxie des bouquins qui portent sur le sujet, je dirais que celui que Valérie et Gabriel ont écrit est probablement le meilleur. Merci beaucoup, parce qu'ils sont là, mais j'étais pas obligé de le dire, hein, ils m'ont pas payé pour ça. Je le pense vraiment. Ouais, tu y as contribué. Je vous propose de lancer un des premiers retours de sondage pour lancer nos discussions, etc. Je crois que Abdel nous en a préparé 3 ou 4 parce que j'en ai fait quelques-uns pour faire la promotion du livre, dont celui que je vous ai partagé la semaine dernière. Et je crois que c'est par celui-là qu'on commence. Alors, on devrait dire cette fois-ci les sondages de la semaine. Alors, c'était pas celui-là le premier, mais c'est pas grave. Quelle est l'étape la plus importante pour réussir sa stratégie d'expérience client? Alors, les retours des sondages sur 117 votes, c'est pas celui qui a le plus de réponses, c'est le parcours client qui sort en premier. Après, on a la segmentation client et enfin la suppression des irritants et l'enchantement. On reviendra à ces retours de sondage tout à l'heure et on le verra, on sera souvent pas d'accord avec les réponses majoritaires et c'est en cela que les sondages sont peut-être pas le meilleur processus d'intelligence collective et qu'il faut pas toujours se plier à la majorité. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Votre tour. Qui veut commencer? Aude. Vas-y, Aude. On t'entend plus. Ah, on t'entend plus.
On Je t'entend crois pas qu'elle non nous plus. dit que le temps qu'elle règle le problème. Ouais, vas-y Philippe. Ok, moi je suis assez d'accord. Là, c'est peut-être le seul sondage sur lequel je suis d'accord avec la réponse, au sens où pour moi le parcours client finalement c'est un peu le mix des autres, c'est-à-dire que ce qu'on peut entendre par parcours client, c'est de faire en sorte que l'expérience fournie au client soit la meilleure possible du début à la fin du parcours, c'est-à-dire du premier contact de l'interlocuteur avec l'entreprise jusque la fin de la relation avec l'entreprise, il n'a plus envie, et même après. C'est un parcours complet. Et donc, ça prend en compte notamment les irritants et ça prend en compte aussi l'enchantement. Et du coup, je pense que l'idée qui va derrière, c'est que ce qui est important, probablement à mes yeux, c'est l'aspect global de la chose. C'est-à-dire que c'est difficile de ne considérer qu'un seul aspect. Il faut le considérer d'une manière globale. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas mettre en place une stratégie sur les irritants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des choix clairs et précis, mais ça veut dire que si tu n'as pas la vue globale de la chose, tu risques de passer à travers des points importants. Complètement d'accord avec toi sur ce point, mais je ne sais plus ce que j'ai répondu d'ailleurs, mais je sais que j'ai hésité entre parcours client et suppression des irritants, parce que la suppression des irritants, pour moi, est un axe majeur, est une priorité, c'est un pléonasme majeur, mais la première priorité. Mais effectivement, pour identifier ces moments clés sur lesquels on doit supprimer et se concentrer en premier, parce que moi, j'ai toujours en tête cette image, cette idée de priorité qui a un impact fort sur la satisfaction et la fidélisation. Il est important de définir un parcours client. Voilà, c'est clair, il faut avoir une méthode. Aude, tu nous as rejoint. Oui, je vous ai rejoint. Et on t'entend. Génial. Pour moi, en fait, tout dépend de ce qu'on veut dire par principal. Si on veut dire la première et la plus critique, la plus stratégique, c'est clairement la segmentation, ou plutôt de savoir vraiment à qui on s'adresse. Parce que de là découle le parcours client. Chez Conforama, on est une marque d'accès. Il faut être cohérent par rapport à l'ADN de la marque. Chez Conforama, c'est une marque d'accès. Ça va dériver mais énormément de choses sur le parcours, sur la manière dont on récupère ces produits. On va plus pousser la récupération en magasin parce que ça coûte moins cher. La manière dont on construit l'assurance, etc. C'est la première étape. Après, si c'est la principale en termes de temps ou d'investissement, c'est la résolution des irritants. La plus tactique, la plus dans l'innovation, c'est la construction du parcours où il faut sans arrêt voir quelles sont les innovations, les opportunités, et puis tout ça vise l'enchantement. Mais pour moi, le plus critique, clairement, c'est toujours avoir le focus sur son client, parce qu'on peut repartir dans une culture de produits, de la manière dont on fait, mais ça pousse en fait à la vision de pourquoi on le fait, de reposer à la question de la segmentation. Et d'ailleurs, on a Béatrice qui a réagi au moment où tu parlais et qui dit oui, mais si la segmentation n'est pas réfléchie en amont, alors les parcours peuvent être décalés entre ce qui est imaginé et la réalité des clients. Ah bah oui. Valérie, je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il faut bien le faire. C'est pour ça que c'est absolument critique de repenser les besoins, quelles sont les contraintes de ces clients. Sinon, tout le reste va découler et va être à côté de la plaque. Et tu vas investir du temps, de l'énergie à côté de la plaque. Et tu vas pas en C'est ce qu'on disait entre nous avant d'ouvrir le webinaire, c'est que les sondages sur LinkedIn sont un bon outil pour faire réagir, pour lancer le débat, mais ils sont pas complètement aboutis pour travailler vraiment sur de l'intelligence collective. Et effectivement, et c'est le cœur de la méthode qu'on a imaginée ou formalisée avec Valérie, c'est de passer par ces 4 étapes. Et il n'y a pas une étape qui est plus importante, il y a une forme de chronologie. Dans la méthode, on commence avec le Customer Focus Canva sur un travail de segmentation par l'intelligence collective et le fait de travailler tous ensemble, de se donner une vision du client idéal, avant de formaliser le parcours client, de travailler sur les irritants, puis sur l'enchantement. Et effectivement, là-dessus, on est d'accord avec Valérie sur le fait qu'il faut d'abord enlever les irritants avant de rajouter
de l'enchantement. Et puis une fois qu'on a tout ça et avec toutes les idées qui vont bien, on construit un plan d'action. Donc en fait, comme toujours, la question est piège parce qu'on demande de choisir entre plusieurs propositions qui se ressemblent. Et ce que j'entends effectivement, et là-dessus je te rejoins Philippe, sur le fait que la majorité ait choisi le parcours client, c'est effectivement le cœur de la méthode parce que c'est l'outil de formalisation qui permet de faire le reste, mais qui ne peut se faire qu'avec une bonne segmentation, et ça va être l'objet d'un prochain sondage, et dont l'utilisation est vraiment de chercher à enlever les irritants et créer de l'enchantement. On a d'autres choses à dire sur ce point ou je vous partage le prochain sondage? Je pense qu'on reviendra sur le débat qu'on a eu justement sur la segmentation client, mais dans un sens qui sont nos clients idéaux. Je pense qu'on aura le temps de revenir sur justement l'approche qu'on propose dans la méthode et sur laquelle on a eu pas mal de débats avec Philippe. Et alors justement, je te propose qu'on aille directement là-dessus parce que je trouve que ça va dans la continuité. C'est le sondage que j'avais lancé la semaine dernière pendant le webinaire auquel vous avez en partie répondu. Un peu plus de votants que le précédent, moins que celui-là qu'on va se garder pour la fin. Donc, et effectivement, ça rejoint cette question de la segmentation et là-dessus, on a des avis divergents. Pour travailler son expérience client, qui faut-il enchanter? Tous ses clients ou seulement les meilleurs? Grande majorité pour tous ses clients, petite minorité pour seulement les meilleurs. On ouvre la discussion. Philippe, Valérie, un camp ou l'autre? Alors, vas-y Philippe, parce que le camp de la majorité. Allez, le camp de la majorité. Quand j'étais étudiant, évidemment, on m'a appris qu'il faut toujours segmenter, qu'il faut cibler en marketing. Et aujourd'hui, le marketing évolue de plus en plus vers la personnalisation et tout ça, c'est très bien. Mais la réalité de mon métier, alors je suis dans le B2B, moi, hein, je travaille avec des entreprises. Et donc, ça veut dire aussi que je ne travaille pas avec des centaines de milliers de clients, mais plutôt avec des centaines de clients, tout simplement, qui chacun représente un point important. Et la réalité de mon métier, c'est que je ne peux absolument pas, mais vraiment absolument pas, laisser quelqu'un au bord du chemin. C'est impossible. C'est-à-dire que si j'ai beau segmenter, me dire j'ai des personas, on a fait le travail, hein. J'ai beau savoir que mes interlocuteurs en face, ils ont tel comportement profond psychologiquement. J'ai beau savoir que les uns et les autres, ils ont tel poids en fonction de leur potentiel de business avec nous, etc. Si un client m'appelle pour me dire là il y a un truc qui va pas ou là j'ai besoin de telle évolution de produit parce que et qu'il m'explique le pourquoi de la chose, c'est impossible que je le laisse au bord du chemin. Et donc pour moi la réponse clairement c'est il faut s'occuper de tous les clients par défaut et construire une politique de relation client et d'expérience client qui soit a priori accessible à tous. J'ajoute que j'y vois aussi un aspect purement éthique. Je vois pas pourquoi, parce que quelqu'un serait plus riche qu'un autre, il faudrait mieux le servir. Et donc j'essaye d'appliquer cette philosophie, y compris à mon métier, à mon activité. Ce qui ne veut pas dire que je suis contre la segmentation, hein. Encore une fois, je la pratique. On ne peut pas servir exactement de la même façon les uns et les autres. D'abord, ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes comportements, etc. Mais par contre, prioriser l'un par rapport à l'autre au principe que il a plus de potentiel ou qu'il a plus payé, ça me gêne profondément. Donc il faut qu'il y ait un service minimum qui n'est pas un service minimum, qui est le bon service. Et par contre, après, je pense que l'enchantement peut se travailler différemment. Ça, c'est un autre sujet. En gros, si je devais résumer ma pensée et mon action, parce que j'essaie d'appliquer ça au quotidien, pas facile hein, d'ailleurs, je dirais que les irritants, c'est tout le monde, à l'identique. L'enchantement, c'est au cas par cas, selon les opportunités, les besoins. Et là, il y a un aspect aussi presque artistique, j'ai envie de dire, dans le sujet, parce que l'enchantement, par principe, ne devrait pas être quelque chose de trop organisé. C'est pas un dispositif industriel. C'est quelque chose qui devrait être plus spontané et naturel. Et donc, forcément, là, on est dans la relation humaine et dans le cas par cas.
et dans la latitude que tu donnes, que tu laisses justement à tes employés pour enchanter le client. Absolument. Parce qu'il y a une forme de spontanéité de contexte. Exactement, tout à fait. Ouais, et j'accepte le risque que ça représente. Alors, c'est pas évident, hein, encore une fois. Hein. Mais voilà, il y a une certaine... faut quand même mettre des limites. Donc, je peux évoquer des cas si vous voulez, mais concrètement, c'est ça. C'est-à-dire que on va, dans un cas précis, proposer quelque chose comme, je sais pas, un témoignage vidéo complet sur une journée d'intervention de nos équipes chez le client pour qu'il puisse évoquer tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a mis en pratique. Puis, on va ensuite le mettre... tout ça dans un concours pour avoir des prix où il va être complètement mis en valeur. C'est un travail qui est considérable de notre côté. On n'est pas une grosse équipe, on est 80 personnes, donc ça représente une journée de travail avec toute une équipe vidéo. C'est pas rien, plus tout le boulot derrière de montage, le boulot de représentation auprès du concours, etc. Mais il y a des clients, on sait qu'ils y sont extrêmement attachés, parce qu'ils ont fait un travail particulier sur la relation client et qu'ils veulent pouvoir témoigner, partager auprès des autres, et que peut-être ils n'ont pas eux-mêmes les équipes pour pouvoir le faire, les ressources pour pouvoir le faire. Donc voilà, c'est un exemple. Aude, un avis? Alors, moi, je prendrais un exemple, Yves Rocher, à un moment, qui était très dans la spécialisation sur ses meilleurs clients, ce qu'on appelait les paper lovers. Et en fait, quand on se focus que sur ses meilleurs clients, c'est les meilleurs clients à un moment T. Et on risque ce que j'appelle la crise des dinosaures. Et à pas évoluer. Hyper spécialisé, hyper chouchouté. Et ceux qui ne sont pas les meilleurs clients, c'est peut-être justement ceux qui ne sont pas meilleurs clients intrinsèquement. C'est aussi peut-être parce qu'on les sert pas bien. Donc j'aurais tendance à dire il faut quand même regarder tous les clients avec une approche économique, en disant où est l'océan bleu, où est-ce que ça peut être intéressant de servir au-delà de ses meilleurs clients. Donc ça c'est d'un point de vue plus business et externe et chiffre d'affaires, pour dire il faut quand même regarder l'ensemble des clients. Et puis une autre raison, c'est aussi la posture en interne. Parce qu'à s'habituer à des irritants en interne, on commence à avoir, on peut avoir le cuir dur au bout d'un moment et à se dire c'est normal, c'est comme ça, et c'est un vrai risque. Et donc je pense que de garder de l'empathie pour tout le monde et pas regarder qu'avec du filtre, un fil du chiffre d'affaires, ça préserve aussi son orientation client et pour le futur du business de chacun, je pense que c'est important. Après, c'est évident que qu'il y a une priorité à donner aux meilleurs clients, parce qu'il faut entretenir son business actuel, mais il faut voir le côté futur et interne et externe de l'entreprise pour regarder tous les points. Je voulais encore citer une réaction de Béatrice qui dit « Importance de la place de la culture client dans l'entreprise pour partager la notion d'enchantement, donc il faut une responsabilisation individuelle et collective. » Je pense que ça complète aussi vos deux interventions. Alors moi, je voulais dire quelque chose au niveau de justement de ce débat qu'on a eu, se centrer sur les clients. Alors on parle plutôt de clients idéaux. Donc, effectivement, ça peut être en fonction, je dirais, des entreprises, un mix, soit de clients les plus rentables, mais soit aussi des clients qui correspondent vraiment à la cible qu'on veut toucher, donc la cible potentielle. Nous, ce qu'on propose, c'est une philosophie, mais finalement d'abord une méthode. Et en tout cas, quand on travaillait dessus, hein, moi je l'écris, on respecte tous les clients, on a de l'empathie pour tous les clients. C'est évident, je veux dire, c'est la base du contrat qu'on doit avoir avec nos clients. Après, c'est dans la méthode. Moi, j'ai en tête aussi, parce que ce livre se veut pragmatique, se dire, bon, on est une petite équipe, on réfléchit d'abord à qui sont d'abord les clients sur lesquels on veut travailler, sur lesquels on veut supprimer les irritants, en se disant, évidemment, on va travailler sur eux, on va bien décrire, essayer de les comprendre sur les bouts des doigts. Et effectivement, quand on recensera ces irritants, on se demandera aussi, est-ce que ça concerne tout le monde ou pas? Donc, c'est aussi une méthode, finalement, plus qu'une philosophie. Voilà, se dire, je me concentre sur les clients idéaux
Et ce qu'on dit, c'est que, parce que ces ateliers, et moi, je l'ai vécu en tant que consultant. Qui ne sont pas toujours les plus riches. Hein. Voilà. Mais les ateliers, on veut tout faire. Tous les canaux, tous les clients, vous voyez, toutes les dimensions, ça donne lieu à tous ces parcours que vous pouvez voir, qui sont, on va dire, imbitables, et qui ne sont compris que par ceux qui les ont élaborés, et souvent des consultants. Voilà. Donc, notre démarche, elle était aussi pragmatique dans la méthode de se dire, qui sont les clients qu'on veut connaître d'abord sur le bout des doigts, pour connaître leurs irritants, leurs enchantements, les moments clés de vérité, et se dire, est-ce que ça concerne finalement presque tous nos clients ou pas? Voilà, c'était cette approche à deux vitesses. Pour compléter ce point de vue et être à 2 contre 2, même si c'est pas l'objet, parce qu'on est finalement assez d'accord quand même. Moi, je pense que dans ton retour, Philippe, il y a une dimension propre au B2B, le fait de pouvoir traiter individuellement chaque client. Moi, l'exemple que je prends, qui est assez simple, et j'ai fait une intervention pour le tourisme en Martinique, c'est tu prends un hôtel. Cet hôtel va peut-être se spécialiser pour les familles ou pour les couples sans enfants, enfin, ou pour les personnes sans enfants. S'il y a dans un hôtel spécialisé pour les familles quelqu'un sans enfants qui vient, il va être irrité. Il va être irrité par le bruit des piscines, par les enfants qui courent, etc. Et il faut bien privilégier un client parmi d'autres et d'avoir, dans certains cas, une réglementation qui autorise les enfants à courir à la piscine, et dans un autre cas, une réglementation qui interdit l'accès aux enfants. Et naturellement, si on dit on fait plaisir à tout le monde, dans ce cas-là très particulier, c'est pas possible. Et donc toute l'idée, c'est de se dire, on peut pas nécessairement toujours satisfaire tout le monde. Il y a des clients, y compris en B2B, et nous on en a, qui sont pas qu'on ne peut pas satisfaire, qu'on n'a peut-être pas réussi à bien qualifier au démarrage quand on a signé, et on a embarqué des clients qu'on ne peut pas satisfaire. On peut pas tordre l'organisation en 4, en 5, en je sais pas combien, pour satisfaire des clients insatisfables. On a tous des gens très difficiles à satisfaire, soit parce que l'offre ne correspond pas vraiment à leurs besoins et qu'ils se sont plantés, comme quelqu'un qui va dans un hôtel, comme un couple sans enfant qui va dans un hôtel de famille, soit parce que les profils, l'adéquation de l'offre à la demande n'est pas complètement adaptée. Ah, le micro. Juste Philippe, avant que tu réagisses, je voulais prendre le commentaire de Noémie qui dit, par rapport à notre débat, les deux axes peuvent être complémentaires plutôt. Il est important de regarder l'ensemble de ses clients, mais aussi d'avoir une stratégie spécifique pour les meilleurs clients. Ouais, mais qu'est-ce qu'on appelle les meilleurs clients? C'est quoi le meilleur client? Comme disait Aude, est-ce que le meilleur client, c'est celui qui fait le plus de chiffres et qui, dans un mois, va te quitter parce qu'il a vu une meilleure offre à côté, tu vois, ou parce que ça fait longtemps qu'il est chez toi, qu'il a envie de changer de marque juste pour changer. Il y a de la volatilité quand même, tu vois. Ouais, moi je vais donner l'exemple de Bill Price. Alors Bill Price, c'est l'ancien vice-président d'Amazon en charge du service client d'Amazon. On pourrait dire quelque part c'est un peu lui qui a créé avec Bezos le concept. Et il disait dans son bouquin, un de ses bouquins donc sur les clients, je crois que c'est Objectif client en français. Il disait qu'il avait eu à intervenir à un moment donné parce qu'il y avait un client au Texas qui faisait une conférence et qui avait écrit sur les réseaux sociaux qu'il était absolument furieux parce qu'il avait commandé des chaussures de ville chez Amazon et qu'elles n'étaient pas arrivées à temps et que du coup il allait faire sa conférence avec des vieux mocassins tout pourris et qu'il était furieux, il était dans un hôtel là prêt à intervenir le lendemain et tout. Et Bill Price prend sa bagnole, il récupère les bonnes chaussures commandées par le client. Il est à New York, un truc comme ça. Il prend sa voiture et il file pendant toute la nuit. Il file en voiture jusqu'à au Texas où intervient le client donc. Et il lui remet en main propre le carton de chaussures. À aucun moment il a dit ce mec-là est très important, c'est le meilleur client. Et là on en B2C, hein, Gabriel, on n'est pas en B2B. C'est le meilleur client, c'est un truc très important pour nous, pas du tout.
le principe, et je pense que c'est le principe qui a contribué à la force d'Amazon et à son succès, c'est que il faut servir justement tout le monde. Et quand tout le monde sait que tu vas servir tout le monde, tu travailles ta marque. Et c'est là que ça décolle vraiment. Je ne sais pas s'il servait tout le monde. Tout le monde ne peut pas être servi comme ça. Je pense que c'était plus démontrer, comme disait Noémie, de la culture orientée en disant on peut pas admettre, on peut pas admettre sur le long terme des répétitions. Ce que dit Bill Price, que j'adore, c'est best service is no service. C'est-à-dire que normalement, il aurait pas dû intervenir. Il n'aurait pas dû intervenir. Donc, c'est plutôt un point de culture qu'il a voulu traiter en disant on ne peut pas se satisfaire de ça. Exactement. Il n'a pas passé ses nuits à aller livrer des chaussures à le bout des États-Unis. Non, mais il est capable de le faire. Et à partir du moment où il est capable de le faire, il envoie aussi le message, ne serait-ce qu'en interne, que OK, vous avez vu ce que vous m'avez obligé à faire. Et donc, c'est cette exigence-là qui se travaille en amont. Je partage juste à l'écran, nous, les critères qu'on a mis dans le Customer Focus Canva pour définir ou pour aider à identifier quels sont les meilleurs clients. Et on le voit, il n'y a pas que le chiffre d'affaires, il y a toute la dimension prescription, réaction aux incitations commerciales, dans la cible, etc. Donc, on a une vision multi point de vue de ce qu'est un meilleur client, justement pour commencer cette réflexion d'intelligence collective et d'élargir, de pas être que concentré sur le chiffre d'affaires, parce que là où on est d'accord, c'est que si on s'intéresse qu'au chiffre d'affaires, on est sur quelque chose qui va être par nature limité, pas nécessairement très juste et moral. Et voilà, et que ce travail-là, on peut l'étendre au fur et à mesure pour d'abord bien traiter ceux qu'on considère les meilleurs et étendre de plus en plus pour étendre l'offre, étendre la cible et avoir aussi plus de clientèle. Juste parce que tu as sorti l'exemple de Bill Price qui est intéressant, mais tu n'as pas répondu à mon cas particulier de l'hôtel pour famille et couple sans enfants. Ouais. Comment tu le détricotes, celui-là? En fait, non, c'est la même chose. C'est-à-dire que, certes, en fait, il faut faire des choix, mais il faut les faire en amont. Il ne faut pas les faire en fonction des clients ou en fonction, plus exactement, du potentiel de tel ou tel client. Il faut faire au départ un choix qui est un choix de stratégie d'entreprise, de culture aussi d'entreprise. Donc, tout ça est lié, de vision de ce que l'entreprise va apporter. Et à partir du moment où ta vision, elle est claire et que tu communiques clairement sur cette vision, tu vas pas avoir des couples avec enfants si ton hôtel, il est clairement un hôtel de luxe pour au calme, repos et volupté, tu vois. C'est pas fait pour. T'as un exemple qui est, c'est pas Ouigo, c'est l'autre là, que je déteste d'ailleurs. C'est la chaîne, enfin les trains à bas coût de la SNCF. Si c'est Ouigo, je crois. C'est Ouigo, c'est Ouigo, oui. Ouais. Et donc Ouigo, ils avaient, bon, quand je les prenais, je les prends plus parce que j'ai eu un problème service client justement. Mais quand je les prenais, ils te donnaient la possibilité de choisir entre espace calme ou espace, tu vois. Et donc, tu vas me dire dans un hôtel c'est pas possible. Ok, bah tu communiques en amont sur le fait que ton hôtel il peut ou il peut pas. Et j'ai dit tout à l'heure que le bouquin que vous avez écrit est formidable. Pourquoi? Précisément pour ça. Habituellement, les bouquins qu'on trouve sur l'expérience client sur le marché, ils sont soit des espèces de tomes, de sommes, méthodologiques. Allez, j'ai envie de dire inditables, parce qu'il faut tout lire. Enfin, ça n'est intéressant que si à un moment donné, tu as un point précis et tu vas lire l'article 4.7 qui porte précisément sur ce truc-là. Donc, c'est ultra méthodologique, ça raconte pas d'histoire. Ou bien, à l'exemple de Bill Price, à l'exemple de The Experience Economy, là, c'est des livres très inspirants parce qu'on raconte toute une histoire, on développe toute une vision du monde. Et c'est le seul bouquin que j'ai lu, qui arrive à faire les deux. C'est-à-dire que dans votre livre, à la fois, vous expliquez tous les choix possibles et vous donnez des recommandations sur comment procéder à ces choix. Ce que j'ai pas forcément vu ailleurs. C'est-à-dire que vous, quelque part, vous vous engagez déjà dans une direction et vous proposez une direction de travail. Ben, c'est comme dans ton hôtel. Merci encore, Philippe. Et effectivement, dans nos méthodes, et on en écrit plusieurs avec Acquisition Strategy Design, 3 méthodes marketing pour les RH, et puis celles qui sont en cours d'écriture, on a ce souci d'être
dans l'action pragmatique, nous, ces livres, c'est aussi une façon de présenter la façon dont on travaille avec nos clients et de promouvoir des ateliers, des formations. Donc, on passe naturellement à l'action et effectivement, c'est, je pense, ce qui différencie ces livres de beaucoup d'autres, même si on s'est bien sûr inspiré des livres d'Osterwalder autour du design thinking, le business model Canva et le value proposition design, qui étaient comme ça des livres qui mixaient réflexion et action. Mais bon, assez parlé des bouquins. Sur ce sujet, finalement, cette réflexion, la réflexion qu'on a là, elle revient même sur le premier. C'est encore une fois, il faut penser au client et à l'ADN de la boîte. Que ce soit l'exemple de Ouigo, moi je prends souvent l'exemple aussi de EasyJet. Quand tu prends EasyJet, tu prends pas Thai Airlines, t'as pas le même service. À un moment on va reparler là des irritants ou de l'enchantement. Il faut admettre, on a une offre qui est pas, on fait pas tout. Il faut être très clair sur l'ADN de son entreprise. Si on est du bas coût, on a peut-être pas le meilleur service sur l'ensemble. Après, on peut ne pas être une caricature de son positionnement, mais encore une fois, c'est sa proposition de valeur et être cohérent par rapport à ça. Et il peut y avoir des clients qui n'ont pas bien compris quand même, qui se prennent un Ouigo et qui vont dire j'ai pas un bon service, ou qui vont EasyJet et qui râlent parce que il y a peu de bagages. Il y a la possibilité de prendre un bagage supplémentaire payant, mais c'est la proposition de valeur. C'est exactement ça. Et c'est là qu'on voit effectivement, c'est que quand on travaille l'expérience client, on travaille aussi sa proposition de valeur. Ouais. Et typiquement, quand on voit la méthode Océan Bleu, on est très proche aussi de la méthode Customer Experience Redesign ou d'un travail sur l'expérience client, à savoir qu'on décompose les différents éléments du parcours client et au passage de la proposition de valeur en cherchant à tuner les choses différemment en termes d'enchantement et d'irritant pour finalement aussi créer une offre différente de celle des autres. Et c'est parce qu'elle est différente de celle des autres qu'elle va satisfaire certaines personnes et moins satisfaire d'autres. Toujours en reprenant mon modèle pour couple ou pour famille. Dans la rédaction du livre, Philippe nous a pas mal challengé justement sur la cohérence entre les clients, je dirais les clients idéaux et la raison d'être de la marque et au-delà de ça, de son positionnement. Parce que c'est vrai que quand on travaille sur qui sont les clients, qui sont les clients que je veux enchanter, qui sont les clients pour lesquels je veux supprimer des irritants ou puis-je supprimer les irritants de tous les clients que j'ai, forcément, on doit se reposer la question du positionnement, de la raison d'être, du positionnement, des valeurs de la marque et de sa proposition de valeur. Et de se dire, et moi j'ai vécu ça dans un hôtel aussi, je suis venue avec ma fille en bas âge, je me suis clairement pas sentie accueillie. Hein. Pendant 15 jours, pas senti accueilli du tout. Et je pense que c'était important. Et je me suis dit, mais finalement, effectivement, il n'y avait rien pour elle. Il n'y avait rien pour les enfants en bas âge. Il n'y avait pas de petite chaîne. Et c'est là au-dessus où on te rejoint. C'est qu'effectivement, quand tu as ton positionnement qui est de dire on s'adresse aux couples sans enfants, effectivement, faut le dire, faut prévenir. Et faut même, le cas échéant, là c'est plus facile, refuser les couples avec enfants. Vous comprenez bien les Anglais. Ouais, tout à fait. Et bien prévenir en amont en disant, il y a un autre hôtel à côté qui a une super piscine, des enfants qui gueulent, et c'est là qu'il faut aller pour vous. On a fini ce sujet ? Rien à rajouter, Philippe ? On n'aura jamais fini, mais on peut toujours avancer parce que sinon. Non, je pense que. On l'a dit. Je pense que tout le monde a compris. Il faut rester proche de son positionnement de départ et sur son positionnement de départ, assumer quoi. Et donc proposer là, je pense un service de qualité, un service cohérent avec ce qu'on a proposé à l'ensemble des clients et pas seulement aux meilleurs. Sur son positionnement de départ, mais je trouve que l'exercice peut faire évoluer ce positionnement en fait. Exactement. Et parce qu'on a de la data
contrairement au positionnement de départ où on part un peu dans le bleu. L'exercice de l'expérience client qui se fait après de redesign, donc qui se fait après quelques années aussi, permet aussi de réorienter son positionnement, l'affiner, identifier qui sont les bons clients et donc reconstruire l'offre en partie pour eux, ou en tout cas mieux la cibler pour eux, quoi. Dernier sondage, celui qui a reçu le plus de votants, qui est responsable de l'expérience client, le marketing, le service client, la direction et toute l'entreprise. Alors, toute l'entreprise, 84%, grand gagnant sur 816 votes, là ça commence à être assez représentatif. Après le marketing, service client, 7%, la direction seulement 2%. Là aussi, vous n'êtes pas tous d'accord avec la majorité. Moi, quand j'avais répondu au sondage, dans le commentaire, je promouvais la notion de toute l'entreprise, la dimension collective. Mais je pense, et c'est là que ça va ouvrir le débat, que c'est la responsabilité de la direction que de permettre à toute l'entreprise de devenir responsable de l'expérience client. Et c'est bien dans ce paradoxe-là qu'on aurait aimé trouver plus de votes sur la direction. Mais je vous laisse réagir. C'est évidemment toute l'entreprise. Tout le monde a une partie d'impact sur la satisfaction client. Et même le back-office, en aidant bien le travail. C'est pour ça qu'on parle aussi souvent de symétrie des attentions. Il faut bien traiter les collaborateurs et les collègues internes pour qu'ils traitent bien traiter le client. Mais ça, pour être dans cette culture-là, il faut un sponsorship essentiel de la direction générale. Donc, je suis hyper d'accord avec ce que tu dis. Et je dirais, après, il y a une question d'organisation qu'on pourra avoir parce que la notion de responsabilité, elle est un peu large. Après, qui porte ce sujet? C'est un autre sujet dont on pourra venir. Quelle organisation pour que ça marche? Mais le sponsorship, il est pour moi clairement de la direction générale. Et c'est souvent d'ailleurs, à ce moment, pour les entreprises où il y a une grosse transformation à faire, ou qui sont très en retard, ou à ce moment-là, on lance des projets de transformation et qui sont bien portés pour qu'ils marchent par la direction générale, et dans lesquels chacun, et c'est des projets très transverses, c'est ce que j'ai fait chez Confo, tout le monde était là, j'étais porté au comité de direction, parce que ce soit même la finance, comment on rembourse les clients, quelle rapidité, la logistique évidemment, le marketing, enfin, c'est bien un sujet, et même la compta, pour rendre la vie facile de ceux qui sont en contact avec le client. Donc, tout le monde avec un sponsorship. Alors Aude, on ne pourrait pas dire, moi je ne peux être que d'accord avec toi. J'ai hésité par contre à répondre toute l'entreprise ou la direction générale. Donc en commentaire, j'ai dit toute l'entreprise, mais avec un fort sponsorship de la direction générale. Et une deuxième remarque, quand on a travaillé donc dans la deuxième partie du livre sur la cartographie des spécialités qui concourent à l'expérience client, on a commencé par ce qu'on a appelé les opérations et le support, et on est allé jusqu'à parler de la facturation, parce que la facturation, c'est un irritant, enfin, si c'est mal fait, si c'est plein d'erreurs, si on peut pas payer correctement, c'est un irritant majeur. On a parlé du retour du client, on a parlé de la prévision des ventes. En fait, tout ce qu'on ne voit pas, qu'on appelle le back-office, mais qui a un impact en fait majeur sur l'expérience client. Parce que quand on parle back-office, on parle logistique. Donc, on a fait bien sûr la part belle à la logistique au retour, mais on est allé effectivement jusqu'à la prévision des ventes, la facturation. Et ça, il y a un rôle vraiment important, encore une fois, de diffusion de la culture client et un rôle important des RH pour recruter aussi les bonnes personnes et donc un rôle de la direction générale pour impulser cette manière de faire. Oui, mais tu vois, moi je disais même ceux qui n'ont pas d'impact sur le client, ils ont un impact en interne sur la manière dont travaillent les personnes. Par exemple, en magasin, on peut, avec un siège, comme dans Conforama, on peut être submergé par des procédures avec des exigences en disant il faut tel retour, remontée d'informations à tel moment. Oui, mais
faciliter le travail des collaborateurs, même sur des fonctions très, très back-office, qui ne sont pas du tout orientées client. De toute façon, c'est important d'avoir aussi une vision du client interne pour que le client externe soit bien traité. C'est là que je parlais de la symétrie des intentions. Et en interne aussi, de la symétrie des collaborations. Même. Juste, j'ai mis à l'écran l'avant-dernière version de notre cartographie de l'expérience client. C'est pas la dernière qui est dans le livre, mais on retrouve les mêmes bulles qu'on traite en détail, comme dans Acquisition Strategy Design. On regarde la contribution de chacun de ces acteurs à l'expérience client, ce que vient d'évoquer Valérie. Philippe, ton point de vue? Je pense qu'il y a juste une question de terme. La question, c'était qui est responsable et non pas qui est concerné par. Tout le monde est concerné. Et tout le monde, quelque part, a une forme de responsabilité, c'est vrai. Mais si on doit désigner un responsable, c'est le head-off, c'est celui qui est tout en haut de l'entreprise. Chez Achios, c'est le président, Patrick Giudicelli. Quand il y a un problème, ça arrive qu'il y ait un problème vraiment embêtant avec un client parce que il avait demandé quelque chose qui n'est pas dans le produit, il est pas content, et il voudrait que ça avance plus vite, que la roadmap le prenne en compte plus vite. Patrick intervient directement. Alors, encore une fois, on est en B2B. On a quelques centaines de clients, on n'en a pas des dizaines de milliers ou des centaines de milliers comme, je sais pas, même des millions comme Amazon, mais il n'en demeure pas moins que, in fine, le responsable, c'est bien Patrick. Et j'ai une autre anecdote, je le cite souvent, c'est Benoît Rangat, qui est le Head of CX de Customer Experience de Michelin. Il était avant directeur commercial de Michelin. Et en tant que commercial, il remontait des problèmes des clients très régulièrement aux différents services marketing, patin couffin. Et puis les gens disaient oui, c'est embêtant, il faut qu'on change ça, il faut qu'on améliore ça, et puis il se passait rien. Et à partir du moment où il a été nommé Head of CX, il est passé au CODIR. Et dans un premier temps, c'était le petit nouveau du CODIR, on l'écoutait gentiment dire il y a tel problème et tel problème à régler. Puis à un moment donné, il est venu au CODIR avec un client qui n'était pas content. Il est venu avec, c'est-à-dire qu'il l'a amené avec lui. Il l'a posé sur une chaise. Il faut imaginer la scène. Le mec était pas au courant. Et le client a commencé à dire pourquoi ça allait pas, et en termes crus, parce que ça faisait longtemps qu'il demandait et qu'il s'était rien passé. Bizarrement, d'un seul coup, pof, tout a été mis en chaîne, les process, les ressources, on affecte, on contrôle, et ça avance et ça bouge. Depuis, systématiquement, Benoît fait venir un client, alors où il fait des il utilise des verbatims, où il fait des vidéos avec les clients qui sont mécontents. C'est pas juste des chiffres, des stats, une sorte de, vous voyez, des tableaux d'indicateurs il y a tant de pourcentage de clients qui sont pas satisfaits de tel pneu pour telle raison, sur tel indicateur. Non, c'est factuellement le verbatim de ce qui se dit avec le client, y compris d'ailleurs dans son centre de contact. Et de façon à ce que ça remonte directement. Donc, il y a un responsable in fine qui est le comité de direction. C'est eux qui peuvent faire bouger vraiment les choses assez vite. En tout cas, dans une grande organisation comme Michelin, c'est une certitude. Et par contre, il faut un animateur de la chose, une sorte de champion interne qui embrasse complètement le sujet, qui soit le responsable quelque part opérationnel de la chose, sans quoi la direction, évidemment, ne va pas forcément savoir exactement dans quel sens il faudrait aller. Alors, je voulais refaire pour compléter ce que tu dis, parler de la méthode qu'on propose dans le livre. Donc, on propose pour enrichir l'identification des irritants deux choses. D'une part, la data, parce que finalement, on se dit cet irritant, ça concerne combien de clients, mettons des chiffres derrière, pour voir si c'est vraiment important, et aussi du verbatim. Parce qu'au-delà des émotions qu'on peut essayer de caractériser, le verbatim client, il est extrêmement important. Et on s'est rendu compte, quand on travaillait sur des parcours clients, que entre dire d'une manière, on va dire très cerveau gauche, les clients, la majorité des clients se déclarent mécontents, un client sur deux a noté 3 sur 5 au CSAT, donner du vrai verbatim client qui soit exploitable, ça marque vraiment les gens. Alors après, il y a ce qu'a fait le Head of Sales de Michelin qui est génial.
le verbatim, c'est extrêmement important. Parce que ça fait toucher du doigt la réalité de la perception. Dernier sujet qu'on voulait aborder justement sur la mise en œuvre d'une stratégie d'expérience client. Est-ce qu'il y a comment on initie une telle stratégie? Alors, tu as donné l'exemple de Benoît chez Michelin, mais est-ce comment on peut la lancer? Qui peut la lancer? Quelles sont vos clés, vous, tous les trois qui en avez lancé justement dans vos entreprises respectives? Aude? Moi, je pense que ça commence par les retours clients pour se sensibiliser et pour comprendre l'importance. L'importance des enquêtes et des retours, et c'est des enquêtes et des datas, en effet, pour factualiser un problème et pour se mettre en mouvement. En effet, les verbatims sont clés. Chez Conforama, on a lancé parce que les enquêtes, ce projet de transformation autour de l'expérience client, parce que les enquêtes n'étaient pas bonnes, mais c'était encore une fois, c'est une enquête, et puis après, moi je l'ai complétée sur l'ensemble des points de contact et qui n'étaient pas bonnes, mais avec une très grande volonté de la direction générale. Et pour créer de la transversalité, comme tu dis, parce que c'est des sujets, comme je disais tout à l'heure, qui concernent tout le monde. Et pour créer de la transversalité, chacun est quand même assez doté. Pour créer de la transversalité, moi, l'expérience, c'est d'avoir quelqu'un qui est toujours là à tanner les autres directions pour dire, là, il faut que tu travailles mieux pour que le passage de la mise en vente d'un produit à la bonne logistique se fasse bien. Et finalement aussi pour que les process internes évoluent, mais même les indicateurs de performance, les indicateurs de rémunération de part variable, que l'ensemble s'aligne. Donc, pour moi, les retours clients, c'est le début, la maintien de la pérennité de la démarche, c'est porté par la direction générale. Et puis après, il y a une histoire de timing. Et si on revient à notre première discussion, est-ce qu'il faut enchanter, prioriser, etc. Je pense que ce qui est important, c'est de gérer la démarche dans le temps, avec, on parle toujours de quick win, c'est toujours énervant, mais n'empêche, c'est des petits signes qui montrent qu'on avance, et les petits signes vis-à-vis aussi des collaborateurs, parce qu'il peut y avoir des irritants pour lesquels tout le monde s'est habitué, qu'ils soient là, mais montrer que on arrive à les résoudre. Moi, je me souviens d'un irritant. Alors, il y avait dans les irritants très difficiles, il y avait des irritants donc sur le respect des délais de livraison, mais ça c'est des gros problèmes structurels, et ça a pris 2-3 ans pour réussir à régler le problème. Mais il y a des petites choses. Par exemple, il y avait des collaborateurs qui disaient il n'y a pas de fiche produit qu'on peut remettre aux clients. On a rajouté dans la tablette vendeur la possibilité d'envoyer la fiche par mail. Donc, et ça, on n'aurait pas eu l'idée seule. Donc, c'est aussi des petites idées avec le terrain pour les embarquer, pour montrer qu'il y a la possibilité de faire une petite chose et d'améliorer progressivement. Donc, c'est travailler le petit, court terme, le long terme, l'interne et l'externe. Mais c'est un long chemin, et puis prioriser, avoir une démarche qui est claire, et supporter, et communiquer. Et beaucoup de communication aussi dans les facteurs clés de succès. Moi, je résumerais aussi ce que tu viens de dire en 2 mots. D'une part, dans l'idéal, c'est impulsé par la direction générale, donc qui met des moyens et qui a une vision globale et qui permet de prioriser. Mais on peut aussi avoir, je dirais, les petits pas qui sont au sein d'une direction. Je suis dans la facturation, je suis à la logistique, je suis au service client et je travaille sur ma sphère d'influence. Voilà. Et après, je peux essayer de faire remonter. Il y a des choses dont je ne suis pas responsable parce que je suis en bout de chaîne ou j'ai besoin de mes collègues. Mais on a, je pense aussi, quand on est en tout cas manager d'une entité, d'un service, sa sphère d'influence, et on peut aussi appliquer cette réflexion à son service.
Non, mais le point, je suis complètement d'accord. Mais après, tu dépends de l'orientation client des uns et des autres, des différents managers. Et tout le monde n'est pas également doté là-dessus. Mais on parle des gens qui assistent aujourd'hui, qui vont acheter de livres ou qui achètent d'autres livres. Oui, ils sont déjà. Voilà. Et comment embarquer tout le monde? Exactement. Ouais, en complément, je dirais, moi, il faut, pour que ça fonctionne, il faut de l'énergie et du process. L'énergie, parce que évidemment, c'est une transformation de l'entreprise d'aller vers l'orientation client, et puis du process, parce que si c'est pas structuré, on va faire des points de temps en temps, des coûts, et les coûts, on sait que ça, c'est très limité comme effet. Et donc, énergie et process. L'énergie, je suis d'accord avec Aude, c'est la sensibilisation autour des retours que les feedbacks clients, en fait. Et j'en parle d'autant plus facilement, ou peut-être d'autant plus difficilement que je suis éditeur d'une solution de feedback, puisqu'on a une offre qui permet d'écouter ce qui se dit dans les centres de contact. Donc c'est un sujet qui nous est cher chez Akio, forcément. Mais au-delà de l'aspect promo, c'est évidemment sans cette compréhension que, par exemple, Benoît Rangad a très bien compris chez Michelin, sans cette compréhension-là, évidemment, on ne va pas beaucoup faire bouger les choses. Donc, il faut cette énergie. Et la deuxième chose, c'est du process. Et pour les process, il faut une personne, un homme, une femme, quelqu'un qui s'empare du sujet et qui devient le champion du sujet en interne, parce que c'est lui qui va pouvoir structurer les choses de la bonne façon et qui va proposer une structure, une organisation de la relation client, de l'expérience client, et qui d'ailleurs, sans ça, on va faire que de ce dont on a beaucoup parlé depuis le début, c'est-à-dire réagir à des irritants, on va être en mode réactif. Ce n'est qu'en mettant en place des process qu'on peut se projeter vers quelque chose de plus positif, qui est d'essayer d'enchanter au moins une partie de notre base installée. Chez Akio, je vous donne un exemple, on est donc éditeur de solutions à centre de contact, et on a donc régulièrement avec nos clients ce qu'on appelle un comité de pilotage. En gros, une fois par an, tout le monde se réunit autour d'une table, qu'est-ce qu'on a fait au cours de l'année, les paramétrages, les problèmes qu'il y a eu, les choses qui ont évolué, qui ont changé, etc. Et puis comment est-ce qu'on veut faire évoluer ça au cours de l'année à suivre. Et très généralement, cette réunion se termine par le commercial qui dit, bon, bah, alors quels sont vos projets à venir, et puis il a déjà la main sur le devis prêt à signer, quoi. C'est un peu abrupt comme démarche, donc on s'est dit, il ne faut pas finir la réunion comme ça. Certes, il y a des projets à venir, donc forcément, il y aura des devis, mais terminons par autre chose. Essayons d'ouvrir le débat sur quelque chose de plus large avec le client, qui est comment il voit l'évolution du marché, comment il aimerait que ça se traduise dans le logiciel. On va parler de roadmap, on va parler d'évolution de produits, mais au sens large. Et ça, pour l'organiser, il faut toute une organisation derrière, parce qu'il faut qu'on en parle en regard du contexte du client, qui n'a pas le même métier qu'un autre client, donc il faut qu'on comprenne bien son métier, il faut qu'on parle avec la R&D pour voir comment ça va évoluer, pour pouvoir réagir en direct avec le client, il faut d'ailleurs qu'on invite quelqu'un de la R&D, bref, il y a toute une démarche à mettre en place pour qu'au moment du copil, quand on aborde ce sujet, eh ben, il soit bien abordé, bien traité, et qu'on en retire tous, le client comme nous-mêmes, le meilleur résultat possible. Et que là, il va être enchanté. À ce moment-là, il va sortir de la réunion en se disant, oh, c'est super, non seulement on a réglé tous les problèmes, mais en plus, ils m'ont ouvert l'esprit vers quelque chose qui va plus loin. Et là, tiens, il faut vraiment que j'en parle à un tel, etc. Et il part dans une démarche là-dessus. Ça, donc, du process. Et donc, pour organiser ça, il faut quelqu'un qui prenne en main les choses et qui soit rigoureux. Vraiment, il faut beaucoup de rigueur, il faut être très structuré, etc., qu'il soit vraiment quelque part presque un qualiticien. Moi, je pense qu'il faut beaucoup de qualité dans ce process. Merci beaucoup. On arrive à la fin du... Oui, tu veux rajouter quelque chose, Aude ? Philippe, moi, j'avais mis en place chez Conforama tout ce qui était projet PMO. Généralement, on met les passages en projet d'acceptation des différents projets. Quand le CODIR, le comité se réunit, il y a des critères, bien sûr, de ROI financier, il y a des critères de contraintes réglementaires, et on a ajouté un critère d'impact sur l'expérience client. Donc, tout projet doit être regardé sur est-ce qu'on fait bien notre métier, est-ce qu'on va le faire mieux, est-ce qu'on innove, est-ce qu'on améliore, est-ce qu'on a le client sur n'importe quel projet, back office, front office, quel impact ça a sur notre offre et sur la satisfaction client.
Merci beaucoup à tous les trois, c'était très riche, on pourrait parler encore assez longtemps de ce sujet-là. On va d'ailleurs en reparler dans quelques semaines. J'ai pas l'agenda exact là-dessus, mais je vous ai mis le lien vers 1minute30.com webinaire dans lequel vous trouverez tous nos prochains webinaires. La semaine prochaine, on sera avec Camille Morvan de Gauchaba pour parler de diversité et de capital humain et de marque employeur. On l'avait déjà reçu au moment de nos webinaires sur la sortie de notre livre 3 méthodes marketing sur les RH. Pour les RH, et puis on reparle effectivement d'expérience client le 26 novembre avec Frédéric Canvet, Chloé Duval, Christophe Kuner et Béatrice Dupuis qu'on a eu dans la salle aujourd'hui pour continuer cette analyse-là. Je vous ai mis aussi en lien un lien vers notre forum qui est Google Sheet, pas très technologique pour l'instant, mais qui vous permet d'intervenir, de réagir avant qu'on mette en place un vrai forum sur le site. Notre objectif avec notre nouvelle newsletter, la nouvelle organisation de nos webinaires, etc., est de vraiment réussir à développer une communauté B2B. On va en parler aussi lors d'un webinaire, de savoir si c'est quelque chose qui est facile ou pas à mettre en place, à arrêter d'être un peu dans un flux descendant et d'être plus dans l'échange et la participation. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Merci de venir poser vos questions, faire vos suggestions dans le Google Sheet que je vous ai partagé et de vous inscrire pour nos prochains webinaires. On essaye comme ça d'entretenir le débat avec la communauté en utilisant les sondages, etc. pour créer cette dynamique collaborative au-delà du cercle de l'agence et de ses consultants. C'est notre objectif pour cette année. Merci à tous les trois. Un petit mot de conclusion, Valérie, Philippe, Aude. Ben, moi, je vous remercie pour la richesse des débats et je pense que ça m'a donné des nouvelles idées pour la V2 dans quelques années. Ouais, c'est un gros boulot, Valérie. Merci beaucoup. Moi, je conclurai en disant qu'effectivement, il va y avoir du travail parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les annonces d'emploi, en ce moment, il y a énormément de directeurs marketing et expérience client qui sont recherchés. De plus en plus, expérience client, de plus en plus. Et c'est normal. Je pense que les publics en ont un peu marre de toujours avoir le même type d'offres un peu bébêtes et qu'ils ont besoin qu'on leur propose autre chose que juste du produit, en tout cas nos publics dans les pays industrialisés. Et donc, il faut qu'on leur propose du sens maintenant, du sens. Merci à tous les trois, ça fait une belle conclusion. Moi, en conclusion, c'est vraiment, comme tu dis, comme vous dites, c'est un métier qui est magnifique parce que c'est à la fois du sens, du process, de l'énergie, du transversal. Et c'est normal qu'on en discute ce matin, mais qu'on y travaille à longueur de semaine et de jours. Ça a du sens. Merci à tous, merci Aude, à très vite.